Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Alors évidemment aujourd'hui nous allons parler de la dette publique française qui vient d'atteindre un nouveau sommet historique, comme d'ailleurs on pouvait l'imaginer déjà depuis quelques mois. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet avec un graphique qui fait un peu froid dans le dos, du moins qui inquiète vraiment. Voilà, au troisième trimestre 2020, les chiffres officiels de l'INSEE, 2674,3 milliards d'euros de dette publique, ça paraît complètement fou, c'est-à-dire 116,4% du PIB, donc de nouveaux records complètement historique. Donc là on voit bien ces chiffres vertigineux bien entendu, et malheureusement comme au quatrième trimestre le PIB a baissé et que la dette publique va encore augmenter, merci encore le reconfinement, tout ceci va encore nous coûter très cher. Cette dette va bien entendu être de plus en plus dramatique et donc la France va conforter son rôle de premier fournisseur de la dette publique française de la zone euro. On en avait déjà parlé, vous voyez, aujourd'hui, ça c'est le deuxième trimestre, 24,1% de la dette publique de la zone euro vient de France, donc le deuxième c'est l'Italie, et donc vraisemblablement au troisième trimestre, et durablement même, la France va garder cette première place. Je vous montre un graphique sur longue période pour voir que au début des années 2000, la France, vous voyez, c'était moins de 18% de la dette publique totale de la zone euro, et puis depuis ça n'a cessé d'augmenter, et là, donc à partir depuis 2020, en fait, finalement, la France est passée devant l'Italie en termes de pourcentage de part de l'ensemble de cette dette publique de la zone euro. Alors évidemment l'Allemagne est beaucoup plus bas et ça va bien sûr continuer. La dette publique italienne aussi bien sûr va augmenter, mais comme nous évidemment on lâche sans compter et que on n'a pas vraiment l'impression que ça va s'arrêter, évidemment on risque d'avoir de mauvaises surprises. Ça va durer. Alors pour le quatrième trimestre on risque d'avoir notre prévision, rappelez-vous il y a quelques mois ici même je l'évoquais, 125% du PIB. Donc si on se compare à d'autres pays, alors on va voir une moyenne de la zone euro par exemple ici même. Donc là c'est la France, donc c'est la courbe bleue. On voit cette flambée de la dette publique, donc on va atteindre vraisemblablement 125% du PIB au quatrième trimestre. On voit le Royaume-Uni, la zone euro, malgré le Brexit, malgré toutes les difficultés qu'on a également dans la zone euro, vous voyez qu'on sera autour des 100%, légèrement au-dessus des 100%. Donc la France est vraiment devant tous les pays, on va dire, développés. Les pays évidemment comme l'Italie ou la Grèce avaient déjà une dette publique énorme, mais la France aujourd'hui est en train de rattraper entre guillemets son retard. On se passerait bien entendu de toutes ces performances, et donc voilà ce qu'on peut essayer de prévoir pour les prochains trimestres, donc fin 2020. Alors bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, le Japon va certainement atteindre 260% du PIB de dette publique, tout le monde dit ce n'est pas grave, si au Japon on a 260%, mais attention, la France ou la zone euro, ce n'est pas le Japon, on le verra bien entendu tout à l'heure. Donc la Grèce 205%, et donc on voit que pour la fin 2021, donc si on prolonge, bien sûr qu'on va avoir normalement un redémarrage de la croissance en 2021, mais malgré cela, comme la dette publique va encore effectivement augmenter, voilà, la France devrait atteindre aisément donc 125% en fin 2020 et 130% donc fin 2021. Donc une dette publique qui atteint évidemment des sommets historiques. Alors pourquoi est-ce que cette dette publique ne baisse pas? Et malheureusement, ça va continuer. C'est très simple. La dette publique, ce n'est que le cumul des déficits publics. Et donc, voilà le tableau, du moins le graphique qui fait mal. Nous, en France, on n'a fait que des déficits publics. Vous voyez, le dernier excédent public remonte ici à 1974. Depuis, que des déficits publics, effectivement. Donc là, c'est pour cette année, donc 2020. C'est les prévisions du gouvernement. On sera autour entre 11 et 12% de déficit public. Vous voyez que j'ai pas voulu trop charger la barque. Et pour l'année prochaine, donc 2021 et même 2022. Alors 2021, le gouvernement tape sur 8,5% de déficit public. On sera autour des 9%. C'est quand même énorme, évidemment. Et même pour 2022, en espérant bien sûr que la pandémie sera terminée, qu'on va avoir un redémarrage de la croissance, on aura là aussi, vous voyez, un déficit public qui devrait atteindre autour des 7% du PIB. Donc ce n'est pas rien, évidemment. Et bien entendu, comme la dette, c'est les cumuls de ce déficit, même si la croissance va redémarrer, même si on peut tabler sur 5 voire 6% de croissance dans le meilleur des cas en 2021, attention pour 2022, on va retrouver la croissance structurelle normale de la France qui est autour des 1%. Donc mécaniquement, le ratio dette publique
sur PIB va continuer d'augmenter. Il ne faut pas rêver, hein. Pour arrêter de faire croître cette dette, il faudrait qu'on ait soit un excédent public, soit un équilibre budgétaire, qu'on fasse des efforts effectivement de gestion de la dette. Donc c'est malheureux à dire, mais cette dette publique va continuer d'augmenter même lorsque la croissance sera là. Et donc on pourrait atteindre, vous voyez, à peu près 135% du PIB, peut-être même un peu plus, d'ici 2022. Et attention, bien entendu, cette dette par norme comptable n'intègre pas ce qu'on appelle le hors-bilan, c'est-à-dire à peu près les retraites des fonctionnaires, où là, évidemment, il faut augmenter la dette publique de 30% du PIB, ça veut dire qu'on serait autour des 160% de notre PIB, c'est évidemment énorme. Alors le gros problème, c'est que on me dit, mais bon, finalement, c'est pas grave, regardez le Japon, tout va bien, il n'y a pas de problème, tout se passe très bien. La grande difficulté quand même, c'est qu'il y a deux points très importants qu'il ne faut pas oublier. Le premier, c'est ce qu'on appelle, j'en ai déjà parlé, mais je le répète, c'est très important, la soutenabilité de la dette. C'est quoi cette soutenabilité? C'est très simple. S'endetter, ce n'est pas grave, mais il y a une condition. Il faut que cette dette génère suffisamment de croissance, au moins pour payer les intérêts ou les échéances de la dette. Donc là, on nous dit, oui, mais les intérêts sont à zéro, donc la dette ne coûte rien. Certes, mais il faut quand même rembourser chaque année les échéances de la dette. Même si les taux d'intérêt sont à zéro, il faut quand même rembourser cette dette. Même si elle est sur 20 ans, 30 ans, ce que vous voulez, tous les ans, il faut quand même rembourser. Donc il faut au moins assez de croissance pour ne serait-ce que payer ces échéances de la dette, ce qu'on appelle la charge de la dette. Et donc, je vous ai fait un tableau ici très simple. Vous avez ici la première colonne qui montre donc la variation du PIB chaque année, donc depuis 2008, hein, vous voyez, c'était avant évidemment la pandémie, bien entendu, et donc chaque année, vous voyez, le PIB alors augmente, ça dépend des années, alors des fois ça baisse, comme en 2009 bien sûr, ou comme cette année ça a baissé fortement, mais ça peut augmenter entre 50 et 60 milliards d'euros, et à côté, vous avez justement ce qu'on appelle cette charge de la dette. Alors là aussi, vous voyez, alors c'était très cher dans les années 2008-2010, évidemment, puis après, grâce à la baisse des taux d'intérêt, cette charge d'intérêt de la dette, évidemment, a baissé. Maintenant, vous voyez qu'on est autour des 35 milliards d'euros, mais comme déjà depuis 2019, on avait des taux d'intérêt à zéro, ça veut dire que cette charge ne va pas baisser. On aura chaque année à peu près au moins 35 milliards d'euros de charge de la dette publique chaque année, même dans les prochaines années. Alors évidemment, si les taux d'intérêt remontent, ce qui est très probable, ça augmentera, mais même si tout se passe bien, si on garde les taux d'intérêt à zéro, il faudra au moins trouver minimum 35 milliards d'euros pour justement payer juste les échéances de la dette. La question est de savoir, est-ce que justement le PIB va augmenter d'au moins 35 milliards d'euros? Et c'est là, regardez ce que je vous ai montré ici. Là, vous avez donc depuis 2008 jusqu'en 2019, chaque année en moyenne, vous voyez, le PIB de la France a augmenté de 40 milliards d'euros et la charge d'intérêt a augmenté de 47 milliards d'euros. Chaque année, il fallait débourser. Donc, vous voyez, il manquait presque 7 milliards. Donc, même si, admettons, demain, on retrouve, je dirais, uniquement 35 milliards d'euros et qu'on ait 100% d'impôts, comme on va revenir sur une croissance molle, effectivement, ça sera insuffisant pour payer les annualités de la dette, les échéances de la dette. Parce qu'on ne va pas évidemment faire 100% d'impôts. Donc c'est ça le problème, c'est que cette dette, elle n'est pas soutenable, elle est dans ce qu'on appelle une bulle, c'est-à-dire qu'elle s'auto-alimente, et donc c'est ce qu'on voit sur le graphique suivant, regardez, c'est assez incroyable. Donc là, c'est la dette publique française, la courbe rouge, et la courbe bleue, c'est la croissance annuelle moyenne sur 10 ans, une sorte d'équivalent de la croissance structurelle de la France, et donc c'est complètement fou, vous voyez, dans les années 70-80, ça nous fait rêver, hein, on avait 20% de dette publique par rapport au PIB, et c'est dramatique, plus la dette publique augmente, plus la croissance structurelle baisse. Alors évidemment, il y a ici un effet Covid, mais il ne faut pas croire qu'une fois que 2021 sera terminé, on va retrouver notre croissance structurelle qui sera évidemment affectée, qui va rester autour des 0,9-1% par an. Donc ça sera évidemment hautement insuffisant pour assurer toutes les échéances de la dette, sauf si on a plus de 100% d'impôts, mais bon, évidemment, on n'y arrivera pas, enfin du moins on peut l'espérer. Et par contre, regardez, la dette publique va continuer là d'augmenter, on est à 125%, donc c'est là qu'est la vraie difficulté, c'est que cette dette ne génère pas de croissance forte. Donc, elle s'auto-alimente. Le simple fait de payer finalement la charge d'intérêt de la dette ou la charge de dette tout court, même s'il y a des taux d'intérêt à zéro, eh bien, ça alimente la dette. Donc, voilà pourquoi on est dans ce cercle infernal. On ne pourra pas baisser la dette avant des années, sachant qu'il faudrait espérer évidemment des excédents publics, comme on n'en a pas fait depuis 1974, même si c'est bientôt Noël, le Père Noël, évidemment, ne nous octroiera pas un excédent
public avant très très longtemps. Donc c'est là la grande difficulté, cette dette est extrêmement dangereuse. C'est un boulet que nous laissons à nos enfants. Nous, déjà, on doit la payer, mais même nos enfants, nos petits-enfants, pendant des générations. Et donc, c'est quand même, effectivement, assez dramatique. Alors, on nous dit, mais regardez ce qui se passe au Japon, c'est pas si grave que ça. Alors, déjà, le Japon, n'oublions pas qu'eux, ils ont justement une croissance structurelle très faible, 0,9%. Donc, eux aussi, c'est un peu comme nous, hein. Plus ils ont augmenté la dette, plus ça a servi à rien, finalement. On est ce qu'on appelle une trappe à liquidité, hein. C'est la banque centrale japonaise qui a financé cette dette publique, mais ça n'a pas généré de croissance. Donc, le Japon est évidemment très bas. L'avantage qu'ils ont par rapport à nous, c'est qu'ils ont un taux de chômage autour des 3%, donc nous on n'y est pas, donc ils ont une sorte de chômage à vie, donc il y a un modèle de société qui est là, et puis également 97% de la dette publique japonaise est détenue par des Japonais, alors que nous ce n'est pas du tout le cas. Alors c'est vrai qu'on va voir un graphique qui est à peu près surprenant, parce que souvent on me dit, qui détient cette dette? Alors, il y a encore quelques années, 70% de la dette publique française était détenue par des étrangers. Et donc je vous ai fait ce graphique donc tout à fait officiel, c'est les chiffres de la Banque de France, donc c'est tout à fait officiel, vous voyez. Donc là, on s'en souvient pas, mais regardez, donc là c'est la part donc de la dette de l'État français détenue par des non-résidents, par des résidents donc étrangers. Donc que voit-on? Vous voyez, dans les années 2000 par exemple, il y avait moins de 30% de cette dette publique qui était détenue par des étrangers. Bon, c'était pas grand-chose. Et puis évidemment, avec les différentes crises, ça a augmenté. On est monté, vous voyez, en 2010, 70%, plus de 70% de la dette publique française était détenue par des non-résidents. Alors donc évidemment, c'était un danger pour nous. C'est d'ailleurs pourquoi, malgré tout ce qu'on a dit, on n'a pas heureusement fait plus de dérapages que ce qu'on a fait. On n'en a fait pas beaucoup, mais heureusement, ça n'a pas été au-delà. Ce qui est surprenant, c'est que, vous voyez, depuis quelques années, cette part baisse. Ah oui, donc, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, les Français achèteraient massivement de la dette. Eh ben non, c'est truqué. C'est là aussi, c'est une sorte de miracle de Noël. C'est qu'effectivement, cette baisse de la part des étrangers dans notre dette publique vient du fait qu'aujourd'hui, qui achète cette dette? Attention, la Banque de France. Et oui, quand on dit que c'est la Banque Centrale Européenne, en fait, c'est la Banque de France. Donc, évidemment, c'est des détenteurs français qui achètent cette dette publique. C'est ça, effectivement, la planche à billets. Donc, je vous ai fait un petit camembert pour bien vous représenter ça. Donc là, c'est la situation aujourd'hui, donc au deuxième trimestre 2020. On n'a pas encore le chiffre du troisième trimestre. Donc, vous voyez, la part des non-résidents, 52%. Bon, c'est déjà pas rien. Bien entendu, on n'est pas comme au Japon, où il n'y a que 3% de cette dette qui est détenue par des non-résidents. Donc nous, c'est-à-dire qu'on dépend quand même de l'étranger. Ensuite, alors les compagnies d'assurance françaises détiennent 17,6% de la dette, les banques françaises 7%, un petit peu d'OPCVM français, et puis le reste, quasiment 22%, ce sont des autres. Alors c'est qui? Évidemment, c'est la Banque de France. Hein. Ils ne sont pas apparus comme ça du jour au lendemain. C'est évidemment cette Banque de France qui donc achète cette dette publique française, donc pour 22% aujourd'hui. Alors, on estime que la Banque de France est plutôt autour des 20%, il y a 2% d'autres types d'investisseurs, mais c'est quand même autour des 20% qui sont détenus par la Banque de France. Donc voilà pourquoi on a ce miracle, où on a l'impression que la France est devenue complètement autonome sur cette dette publique et que, bien entendu, les taux d'intérêt n'augmentent pas. C'est pour ça qu'ils sont aussi bas, parce que c'est la Banque de France qui rachète automatiquement. C'est ce qu'on appelle la planche à billets de la Banque Centrale Européenne. Mais la BCE, pour la France, c'est la Banque de France. Donc ce sont des détenteurs français. Voilà cet effet d'optique. Voilà effectivement ce qu'il faut savoir pour bien comprendre notre situation de la Banque de France. Donc à partir de là, on nous dit, bon, finalement, parce que c'est la Banque de France qui achète, on ne remboursera jamais. Là aussi, c'est encore un mensonge, puisque cette dette publique est à l'actif de la Banque de France ou de la Banque Centrale Européenne. Donc si on l'annule, eh bien, il faut à ce moment-là annuler, bien entendu, une partie de la création monétaire, ce qui n'est évidemment pas possible. Et puis, admettons qu'on le fasse, sachant que les Allemands ne laisseront jamais faire, ça veut dire que ça serait évidemment la fin de la zone euro. Et si c'est la fin de la zone euro, évidemment, les taux d'intérêt explosent. Et là, bien entendu, la dette publique devient particulièrement dramatique. Donc c'est là tout l'enjeu. Et donc d'ici septembre 2021, une fois que la crise, espérons-le, sera terminée, plus ou moins, eh bien, on va arrêter cette planche à billets. Donc, on va redevenir dépendant de l'international. Et c'est là où les taux d'intérêt vont augmenter. Ce graphique incroyable où plus la dette publique française augmente, vous voyez, c'est la courbe rouge ici, plus les taux d'intérêt, on est toujours à 0, voire légèrement négatif sur les taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, donc baisse, cette anormalité va s'arrêter. Alors même si les taux d'intérêt augmentent modérément, si on monte seulement à 1% sur les taux d'intérêt de la dette publique, ça sera quand même un mini crack obligataire qui va générer évidemment une tension sur les taux de crédit, donc ça va ralentir le rebond de l'activité. Donc on va revenir, vous voyez, à cause de ce boulet de la dette, sur la croissance structurelle moyenne autour des 0,9% pour 2022-2023. Donc voilà la vraie difficulté. Voilà pourquoi cette dette est une fuite en avant
évidemment, et c'est un boulet qu'on va devoir transporter et qui va inévitablement nous freiner. Donc il faudra payer tout ça. Alors ça sera peut-être également par une hausse des impôts, notamment sur l'épargne, également peut-être par un peu plus d'inflation, mais le vrai enjeu, c'est que le seul moyen, ça serait de générer une croissance forte. Mais c'est là où évidemment on est bloqué, puisque plus cette dette augmente, plus on a des impôts, donc numéro 1 mondiaux également des impôts, plus la croissance est faible. Et donc c'est pourquoi on n'arrive pas à générer une croissance forte pour financer la dette. Donc voilà pourquoi les erreurs de tous nos dirigeants politiques depuis des années nous coûtent aussi cher. Donc c'est bientôt Noël, donc espérons que ça va changer, peut-être en 2021, en 2022, on verra bien. En tout cas, espérons qu'on aura enfin le courage, nous les Français, eh bien, de prendre les bonnes décisions et de sauver finalement notre douce France. C'est tout le mal qu'on peut évidemment nous souhaiter. Bonne continuation, excellente fête et à très bientôt.